Je propose maintenant de donner la parole à Gilles Dautin, chirurgien gynécologue à Paris, très investi dans la chirurgie humanitaire, sur le sujet des césariennes en Afrique. Le titre de sa communication est « Une chirurgie essentielle, la césarienne en Afrique ». Et il cite Nelson Mandela, « Ce qui se fait pour moi, sans moi, se fait contre moi ». Gilles, tu as la parole. Oui, merci Monsieur le Président, et Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général, Mesdames et Messieurs les académiciens, mes chers collègues et chers amis. En effet, je suis administrateur du Collège national des gynécologues obstétriciens français et je suis très fier de parler devant vous de nos idées sur la césarienne en tant que chirurgie essentielle. Mais c'est aussi, en tant qu'administrateur du Collège, l'occasion de remercier l'Académie et tous ses présidents successifs de nous avoir hébergés dans cette même salle pendant des années pour l'organisation de nos conseils d'administration. La remercier enfin pour le soutien qu'elle apporte à l'organisation du Congrès mondial de la Fédération internationale des gynécologues obstétriciens du 1er au 13 octobre 2023 pour la première fois à Paris. Je suis aussi administrateur de Gynécologie sans frontières, qui a été longtemps considéré comme le bras humanitaire du collège, selon l'heureuse expression du président Jacques Lansac. La césarienne est, vous le savez bien, l'intervention chirurgicale la plus pratiquée dans le monde. Et c'est tout à l'honneur de l'Académie de l'avoir identifiée comme chirurgie essentielle. Alors, je voudrais d'abord mettre en exergue qu'il est nécessaire d'envisager un certain nombre de situations particulièrement graves en Afrique qui impliquent des retards à l'acheminement et à la prise en charge dans les hôpitaux de référence, c'est-à-dire d'entrée de jeu l'importance du signalement au plus près du domicile des patients. L'Afrique contient à peu près 12% de la population mondiale et 17% des naissances, mais presque la moitié des décès maternels, et le ratio mortalité maternelle pour l'Afrique subsaharienne est d'environ 920 morts maternelles pour 100 000 naissances vivantes. Un risque donc de décès de 1 pour 16 grossesses normales, et malheureusement, il y a eu très peu de progrès réalisés dans les 20 dernières années, à part au nord du continent, au Maghreb. En ce qui concerne cette map monde qui recense les ratios de mortalité maternelle dans le monde entier, on voit très clairement qu'il y a les pays en vert. La France est à 10,3 morts maternelles pour 100 000 naissances et non pour 100 naissances. Mais vous voyez que les États-Unis, le Canada, les pays d'Amérique du Nord, d'Europe, la Libye, l'Arabie Saoudite, l'Australie sont également en vert. En jaune, vous avez les pays entre 100 et 300 morts maternelles pour 100 000 naissances, la Libye, l'Afrique du Sud, la Colombie, le Paraguay, l'Inde. Et cette malheureuse tache rouge que vous voyez face à vous, c'est l'Afrique subsaharienne, centrale et de l'Ouest. Cette Afrique, je ne vais pas détailler naturellement ce tableau, j'ai fréquenté deux des épicentres de la mortalité maternelle, à savoir la République centrafricaine et le Tchad, où j'ai passé au total 7 mois en missions diverses. Vous voyez que leur taux est catastrophique. À l'opposé, on peut souligner le taux en 2015 du Rwanda, qui a nettement fait des progrès, j'y reviendrai. Voilà donc cette fameuse planisphère qui vous montre le taux des césariennes dans le monde. Vous savez que c'est un débat récurrent dans notre spécialité de gynécologie obstétrique et nous avons à l'évidence sur cette carte les pays en brun qui sont des pays où il y a trop de césariennes, vous venez de le dire, Monsieur Joannet. En gris, les pays où le taux est considéré comme à peu près raisonnable. Et en bleu,
les pays où le taux de césarienne est catastrophique. Les États-Unis césarisent pratiquement une femme sur 3. Au Brésil, c'est 2 femmes sur 3 qui donnent naissance par césarienne. En Australie, à peu près pareil. En Afrique, c'est entre 5 et 15%. Et l'objectif affiché, ce serait d'obtenir un taux de 10%. Sur les causes des mortalités par césarienne en Afrique, il y a des choses très très classiques et qui ne sont pas très différentes de chez nous. L'hémorragie, bien sûr, les infections et l'hypertension, mais aussi des conditions spécifiquement africaines, en particulier le sida, en particulier le paludisme et la tuberculose. Pas trop de différence donc entre les causes de mortalité maternelle en Afrique et dans le reste du monde, si ce n'est les conditions dans lesquelles les morts maternelles surviennent en Afrique. Hémorragie, hypertension, infection, avortement sont à peu près à des taux identiques et globalement, 73% de ces causes seraient évitables. Elles sont liées aux anomalies d'insertion du placenta, les placentas prévia, aux anomalies des présentations fétales, siège, présentation transversale, aux grossesses extra-utérines en très grand nombre en Afrique, aux avortements provoqués également en très grand nombre, et aussi, et on insistera dessus, aux ruptures utérines qui sont les conséquences des cicatrices utérines. En ce qui concerne les hémorragies, il est admis que 74% seraient probablement évitables du fait d'un diagnostic tardif, du fait d'une mauvaise appréciation des pertes sanguines et d'un remplissage excessif. Mais surtout, bien sûr, et on va y revenir, du fait d'un transfert de ces femmes effectué sans que la patiente ne soit stable hémodynamiquement. 74% très probablement évitables. Nos collègues africains, lors du congrès de Dakar de la Société africaine de gynécologie et obstétrique, ont parfaitement circonscrit les principales raisons de cette mortalité excessive. C'est la fameuse théorie des 3 retards. Premier retard sur lequel il faut absolument insister, retard dans la décision des soins médicaux, c'est-à-dire les problèmes d'alerte, de signalement et de recours aux soins de proximité. Deuxième retard, retard dans l'arrivée au centre de référence, on y reviendra. Troisième retard, à l'arrivée dans le centre de référence. Problème de compétences, pas toujours au rendez-vous. Problème de consommables. Problème de stérilisation. Problème de gestion des stocks. Ça, c'est un autocollant qui était sur toutes les portes d'un hôpital où nous avons travaillé au Tchad et qui synthétisait à l'envi et qui répétait pour tout le monde cette notion des 3 retards. Le premier retard, c'est celui sur lequel il faut insister d'abord. Il faut obtenir en Afrique une prise de conscience, si possible au plus près des domiciles des patientes, de la gravité de certaines situations qui va impliquer des retards à l'acheminement et à la prise en charge dans les hôpitaux de référence. Alors le signalement, ça peut être fait par l'école, parce que les écoles sont largement disséminées et peuvent, par l'éducation des jeunes, les inciter à signaler des situations de grossesse anormale, par le téléphone, parce que tous les Africains ont des téléphones portables à disposition, par Internet, un peu moins souvent, et aussi par le tam-tam, ça vous fait peut-être rire. Mais le tam-tam, c'est encore un moyen de communication important en Afrique. N'oubliez pas qu'en 1898, Stanley, en descendant de Congo, était très surpris de savoir que son arrivée était prévue bien longtemps avant qu'il n'atteigne sa destination. Et c'était le tam-tam qui l'avait repéré. Le deuxième retard, c'est les moyens de transport. On va y revenir tout de suite. J'ai une collection complète d'ambulances artisanales dont je vous ai sélectionné 2 exemples. Cette motocyclette aménagée et cette ambulance très peu mobile. Il faut y ajouter, pour les conditions de transport, l'état des routes en République centrafricaine
pays plus grand que la France, il n'y a que 500 km de routes goudronnées. Et la saison des pluies qui transforme ces routes de latérite en ornières pratiquement constantes. Les différents organismes humanitaires ont renforcé leurs actions par collaboration avec nos collègues africains en SONU A et B. SONU, c'est soins obstétricaux et néonataux d'urgence de base ou complets. De base, au plus près des femmes. Ça comporte des infirmiers, des agents de santé, parfois et souvent des sages-femmes, et ça concerne les grossesses en théorie normale et les accouchements en théorie normaux. Et puis, à l'autre bout de la chaîne, les SONU complets, ou centres de référence, qui comportent des médecins et des chirurgiens pour les grossesses pathologiques, les manœuvres obstétricales et les césariennes. Voilà, schématiquement, l'organisation qui est promue, qui essaye d'être promue sur place en Afrique avec l'importance de ces SONU A ou B pour le dépistage, le screening, en se rappelant qu'une femme sur 6 en Afrique n'a aucun contact pendant sa grossesse avec un professionnel de la naissance. Ensuite vient le transport, avec les problèmes qu'on vient de voir, puis l'arrivée dans les centres de référence. Les thèmes développés pour l'action prioritaire auprès de ces SONU, c'est nécessairement d'accompagner les efforts locaux sans se substituer. Sensibiliser au risque de mort maternelle, élaborer avec nos collègues des conduites pour les pathologies à risque, hémorragie du postpartum, dystocie, hypertension, infection, technique de la césarienne, mais surtout indication de la césarienne, et lutter contre les attitudes iatrogènes. Ne pas oublier, en Afrique, mais partout, que le risque de mort maternelle est plus élevé pour une naissance par césarienne, 3 fois plus élevé pour une naissance par césarienne que pour un accouchement normal. Et qu'il est 2 fois plus élevé pour une césarienne réalisée avant la naissance et 4 fois plus fort si c'est une césarienne en urgence. Mais le risque majeur de morbidité et de mortalité, en ce qui concerne les grossesses, ce sont les utérus cicatriciels et cicatrices de césarienne antérieure, qui favorisent les anomalies d'insertion placentaire, les placentas préviens, qui sont 2 à 4 fois plus fréquents s'il y a eu une césarienne antérieure, les placentas accrétins, où les villosités traversent le myomètre, qui sont exceptionnelles en l'absence d'utérus cicatriciel et qui concernent 10 à 40% des femmes avec utérus cicatriciel et prévia. Elles entraînent un décès par hémorragie de l'ordre de 1%. Et ce risque augmente avec le nombre des césariennes. Ne pas oublier que nos femmes africaines font environ, en moyenne, 6 à 7 enfants par femme. Et donc, d'une césarienne à l'autre, par effet domino, on augmente le risque de mortalité maternelle, ainsi que le risque de rupture utérine qui ne concerne pratiquement que les cicatrices utérines, avec 1% des femmes césarisées et un risque de mortalité de 1%. Je ne vais pas insister sur le risque pédiatrique, si ce n'est pour souligner auprès de vous la spécificité africaine culturelle de nos collègues qui, comme nous l'étions dans les années 70, ne font pas très attention à l'état du fœtus. Pratiquement, le fœtus est inexistant dans la pratique et dans les décisions de nos collègues africains, comme il l'était pour nous dans les années 70. C'est la raison pour laquelle les pédiatres nous ont largement obligés à faire autrement. Alors, il y a des césariennes faciles. C'est celles que les médecins occidentaux viennent apprendre avec plaisir à leurs collègues africains, en leur soulignant au grand bénéfice de leur ego qu'on peut faire des césariennes par incision transversale, de petites incisions, compagnonnage classique et très gratifiant, qui lui-même sera divulgué par le formé récent auprès de ses collègues africains. Mais il y a des césariennes, et malheureusement beaucoup, très difficiles et dangereuses en Afrique. Ce qui fait que nous devrions contribuer à promouvoir la sécurité des
médianes sous-ombilicales telles qu'on nous les apprenait au début de notre pratique, et aussi une bonne utilisation des antibiotiques. Alors, les Africains ont beaucoup d'antibiotiques à leur disposition, et des bons, et pas uniquement des faux antibiotiques. Mais ils ont l'habitude fâcheuse d'utiliser les antibiotiques en antibiothérapie, alors qu'ils ne connaissent pas du tout les bénéfices de l'antibioprophylaxie. Quoi qu'il en soit, une femme en travail en Afrique ne devrait pas voir 2 fois le lever ou le coucher du soleil. C'est une diction très classique, mais qui malheureusement est très peu appliquée. Alors, l'une des missions, je vais peut-être choquer, qui s'est réalisée cette année au Togo par Gynécos sans frontières, en l'absence de chirurgiens disponibles, qui a été de former des sages-femmes à la réalisation d'une césarienne, d'une première césarienne. Elles ne se sont pas si mal débrouillées. L'inconvénient dont ils se sont vite rendus compte, c'est que ça a contribué à une inflation du nombre des césariennes. En Afrique, pour ceux qui ont fréquenté ce continent, il y a les problèmes de l'eau et de l'électricité. La diapo de gauche, je l'ai empruntée à M. Pouliken, comme celle de droite, qui vous montre un lavabo préopératoire et l'état dans lequel il est, bien souvent sans eau. Et quant à l'électricité, il faut apprendre à opérer avec la lampe frontale. Pardon? Oui, la lampe frontale achetée au vieux campeur, pas très loin d'ici, mais aussi dans des conditions d'analgésie difficiles et sans pouvoir compter sur l'aspiration, sans pouvoir compter sur le bistouri électrique, et ce qui est moins grave mais très pénible, sans pouvoir compter sur la climatisation. Alors, il y a un génie de l'obstétrique irlandais qui a pris le problème par l'autre bout de la lorgnette. Il était classique d'envisager les césariennes par leurs indications et leurs techniques. Lui a analysé les césariennes déjà réalisées, et il les a classifiées en 10 groupes. Selon la grossesse elle-même, un fœtus unique, en présentation céphalique, en présentation du siège, une grossesse multiple, une présentation transverse ou oblique, selon l'évolution de la grossesse, un travail spontané, déclenché, ou une césarienne élective avant travail, ou le nombre entier de semaines à la naissance. Alors, je ne vais pas longuement discourir sur ce tableau, et vous voyez que en bleu et bleu clair, c'est le plus grand nombre des césariennes qui sont réalisées chez nous, mais aussi en Afrique. Et ce sont celles sur lesquelles il est utile de lutter pour diminuer le taux. Par contre, en rouge, vous avez les femmes qui, de toute façon, seront césarisées, c'est-à-dire en Afrique, celles qui, très rapidement, doivent être référencées. En clair, tous les sièges de nullipare, tous les sièges de multipare, toutes les grossesses de jumeaux et multiples, toutes les présentations anormales et tous les bébés céphaliques en dessous de 38 semaines. En appliquant cette classification, le Rwanda, dont je vous parlais tout à l'heure, a réalisé des objectifs pratiquement incroyables. En 1990, leur taux de mortalité maternelle était à 1300 morts maternelles pour 100 000 naissances. Ils sont arrivés en 2015 à 290, soit une économie de 77%. Mais aussi avec le déploiement de 45 000 agents de santé communautaire. Après, comme vous le savez, ce drame du génocide Tutsi par les Hutus. J'ai personnellement, avec un ami qui est dans la salle, fréquenté beaucoup le Tchad, un des pays à plus fort taux de mortalité maternelle. Au total, ayant plusieurs missions sur 7 mois, et c'était sous la responsabilité du doyen Pierre Farah, qui a fait toute sa carrière comme doyen de l'université Saint-Joseph de Beyrouth, qui était, je crois, membre de l'Académie de chirurgie française, qui a été le premier président des doyens francophones et qui a fait sa post-retraite 9 mois sur 12 à N'Djamena. Nous avons travaillé à 5 gynéco-obstétriciens sous la houlette du regretté professeur Jacques Lansac pour réaliser des activités de soins, de consultation, d'urgence, des interventions
de l'enseignement aux étudiants en médecine et aux élèves sages-femmes. Voici une sage-femme française qui a développé des outils de simulation très utiles. Voici les outils de simulation pédiatrique à l'hôpital de N'Djamena. Voici une photographie magnifique du docteur Rouquet qui est au fond de la salle et qui a, avec nous autres, enseigné 2 promotions entières d'élèves sages-femmes. Voilà. Par ailleurs, nous avons contribué à la formation sur place de 2 gynécologues obstétriciens qui sont en train de terminer leur cursus. Alors dans tout ça, et je vais essayer d'aller vite pour terminer, nous commettons des erreurs. J'ai emprunté encore à Pouliken cette photo à gauche d'un stérilisateur très perfectionné qui avait été donné de très bon cœur dans je ne sais plus quel pays, mais qui au bout de 2 mois ne fonctionnait plus, parce que personne n'était capable de gérer la maintenance de ces outils électroniques extrêmement complexes. Et à droite, c'est une erreur dont j'assume la responsabilité. La maternité de la maternité de l'hôpital Bégin a fermé et nous avait donné 5 tables de naissance à commande électrique. Je les ai mises en œuvre pour me rendre compte que, en l'absence de courant électrique, les 2/3 du temps, elles étaient inutilisables. Mais il faut enfin saisir quand même les opportunités. J'étais en Centrafrique au mois de juillet et on a mis à ma disposition des tout petits échographes dont je ne savais même pas l'existence et qui communiquaient directement sur iPhone ou tablette en mettant l'appareil sur le ventre de la femme. J'ai été ébloui par la qualité d'imagerie et même de mesure de ces instruments. Et vous voyez sur la photo de droite une jeune Pamela sud-africaine qui est ravie également de cet outil. Saisir d'autres opportunités, par exemple le ballon intra-utérin que depuis 10 ans nous utilisons pour contrôler les hémorragies paratoniques du postpartum et qui existe maintenant en circuit fermé, ce qui est un gros progrès pour, de la manière d'une sonde de Blackmore, contrebalancer, exercer une contre-pression pour tarir l'hémorragie et stimuler des contractions qui elles-mêmes réalisent des ligatures vivantes des vaisseaux utéro-placentaires. On a développé ce type d'outil sur place qui permet le transport dans des conditions de sécurité agrandies. Enfin, pour terminer, je peine à vous parler d'une très très ancienne intervention dont vous avez peut-être entendu parler, en tout cas nous, oui, dans notre jeune temps. C'est la symphysiotomie partielle sous-cutanée, selon Zarat, un professeur chirurgien gynécologue argentin qui a décrit cette technique dans les années 20. Il s'agit d'élargir le bassin par une section du noyau cartilagineux de la symphyse en dessous du frein supérieur et au-dessus du frein inférieur. Voilà le détail de la technique. Et voilà le bénéfice qu'on en obtient en termes de diamètre. L'infirmier, car c'était un infirmier qui travaillait au sud du Tchad dans un environnement où il n'y avait pas de chirurgien disponible, a réalisé cette intervention en 10 ans sur 450 femmes et il leur a permis d'éviter la césarienne qui était de toute façon impossible, mais surtout d'éviter la fistule génito-urinaire immanquable qui aurait pu arriver et qui, comme vous le savez depuis des séances précédentes, est de traitement chirurgical extrêmement difficile, pouvant aller jusqu'à la laparotomie. J'ai pratiquement terminé et je voudrais citer devant vous Diderot, c'est un peu facile, mais enfin, il ne suffit pas de faire le bien, il faut bien le faire, disait-il. Pour nous, ça concerne la nécessité d'éviter le néocolonialisme scientifique. Vous m'excuserez ce petit côté bobo, mais ça veut dire prendre en compte concrètement les contraintes africaines, anticiper dans des temps raisonnables au plus proche du lieu de résidence pour référer les grossesses à risque, j'insiste là-dessus, et enfin promouvoir un compagnonnage chirurgical rationnel dans les centres de référence. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Gilles.
Tu as intitulé ton exposé « Une chirurgie essentielle ». La chirurgie essentielle est un des projets majeurs, une des pistes de travail majeures de la Fondation de l'Académie de chirurgie qui a été créée il y a 2 ans. Dans ton exposé, tu parles beaucoup des centres de référence, tu parles beaucoup des grossesses à risque, tu parles peu du transport. Dans notre imaginaire français, européen, en parlant de chirurgie essentielle dans le cadre de la Fondation, nous nous disions qu'il faut permettre à ces femmes qui sont très loin du fameux centre de référence de pouvoir bénéficier d'une césarienne dans des conditions à peu près acceptables grâce à la formation de non-chirurgiens. Tu as parlé de sages-femmes, d'infirmiers, de médecins. Qu'en est-il exactement, précisément, dans le cas du Tchad que tu connais bien? Quelle est la proportion, quelle est la quantité de, pas la quantité, la proportion de femmes qui peuvent être actuellement tirées d'affaire grâce à cette chirurgie de base essentielle en dehors des centres de référence? Est-ce que ce sont ces femmes-là qui sont la cause de la mortalité importante dont tu as fait état, ou sont au contraire celles qui ne peuvent en bénéficier? Oui, Monsieur le Président, vous me faites beaucoup d'honneur en disant que je connais le Tchad. Je connais N'Djamena. Ce n'est pas tout le Tchad, qui est à peu près 3 fois grand comme la France, et qui est, comme vous le savez, dans une situation politique tout à fait particulière. Si je peux insister sur les problèmes de transport au Tchad, mais aussi ailleurs, c'est que ce ne sont pas des problèmes qui ont des solutions médicales. Le transport, c'est le fait des pouvoirs publics. C'est de savoir faire des routes, peut-être utiliser des hélicoptères s'ils sont à disposition, mais en tout cas, c'est prendre en compte l'état de la situation de la circulation dans ces pays-là, qui est, dans certains points, particulièrement difficile. Il y a certains centres du Tchad qui sont éloignés d'un centre de référence de plus de 15 heures. Plus de 15 heures. Nous en sommes tout à fait conscients. Et nous connaissons une équipe du Niger, voisin du Tchad, qui, pour ces raisons-là, a développé cette fameuse chirurgie essentielle, faite dans des centres très éloignés de tout centre expert, par des, comme je te l'ai dit, par des infirmiers, par des sages-femmes, en ce qui concerne l'obstétrique, par des médecins. Qu'en est-il exactement dans ton expérience? Essentiel pour nous, ça veut décrire ce type d'intervention chirurgicale faite dans des conditions limites de sécurité, mais permettant le sauvetage d'un certain nombre, à l'occurrence de femmes, mais de patients. Qu'en penses-tu? Oui, certainement. Vous avez raison, Monsieur le Président. J'ai voulu insister sur le fait que la majorité des césariennes qu'on est amené à faire lorsqu'on vient en tant qu'occidental dans ces pays-là, ce sont des césariennes à froid et relativement faciles et gratifiantes. Mais que les césariennes difficiles, ce sont les césariennes en urgence qui viennent après des heures et des heures de travail et qui malheureusement aboutissent très souvent à des catastrophes. C'est ça que j'ai voulu dire. Là, le temps est en train de glisser, donc dernière question. D'accord. J'ai eu la chance de faire ma copée au Cameroun il y a déjà quelques dizaines d'années, et c'est les infirmiers africains qui m'ont appris la cure de hernie parce que ça a été enseigné par l'armée française à l'époque, et il n'y avait quasiment pas de médecins ou de chirurgiens locaux. Et donc c'est les infirmiers qui assuraient les gestes de première urgence, la grossesse extra-utérine, la cure de hernie, etc. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut faire la même chose maintenant sur les césariennes et pas taper et pas... L'objectif, ce n'est pas de former peut-être des médecins, mais plutôt de former des sages-femmes ou des infirmiers capables de faire dans les centres à Abéché ou n'importe quoi, n'importe où, de faire les césariennes plutôt que de vouloir faire des centres de référence très sophistiqués. Mais c'était pas tout à fait clair dans votre propos. Enfin, dans votre propos, je ne l'ai pas senti. Oui, comme l'urgence de former des infirmiers ou des sages-femmes. Oui, mais je vous remercie de poser cette question-là parce que je suis tout à fait d'accord avec vous. J'ai eu très peur en vous montrant cette diapo, à des chirurgiens,
de montrer des sages-femmes qui faisaient des césariennes. Non, c'est bien. Mais clairement, c'est une des solutions possibles. Et comme vous l'avez souligné, j'ai aussi fréquenté le Cameroun, pas beaucoup, mais suffisamment pour me rendre compte qu'il y a des endroits au Cameroun où il est impossible de faire autrement que les infirmiers opèrent. Du côté de Garoua, du côté de... Cambéré. D'accord. Ouais. Dans ces endroits-là, c'est pas possible de faire autrement. Mais il faut quand même... et je voudrais que ce soit le message qu'on retienne, il faut pouvoir faire les deux. C'est-à-dire, les sages-femmes, les infirmiers seraient cantonnés dans l'esprit que je vous soumets aux choses relativement aisées. Dans les cas où des complications sont à prévoir, j'insisterai volontiers sur la nécessité d'un screening au plus près du domicile des patientes dans les formations sanitaires avancées pour favoriser avec une très grande anticipation le transfert de ces femmes vers des centres de référence où il faudrait quand même muscler les possibilités. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Je peux vous poser une question en même temps, peut-être essayer de globaliser la problématique, parce qu'on a des exemples, il n'y a pas que la césarienne, il y a au moins une bonne dizaine d'interventions de première urgence qui sont dans des déserts chirurgicaux. C'est ce qu'on parle de déserts chirurgicaux qui sont encore plus importants que les déserts médicaux. Et pour répondre de manière systémique, il faut repenser aux bons exemples, c'est-à-dire former des collègues professionnels de santé, qui peuvent être des médecins généralistes ou des sages-femmes ou d'autres, des infirmiers qui sont intéressés par la chirurgie, mais les former dans un cadre, disons, universitaire, et on a un exemple remarquable qui est le professeur Rachid Sani au Niger, à Niamey, qui est doyen de la faculté de médecine de son pays, dans son pays, et qui organise des formations diplômantes, mais qui sont parfaitement orientées sur les indications, c'est-à-dire ne pas faire ce que vous dites, vous avez tout à l'heure raison, une césarienne dans des conditions où on est sûr qu'on va avoir une mortalité, c'est pas la peine de la faire. Par contre, être capable de faire de poser une bonne indication, être capable de faire le geste dans les conditions locales, sans aspirateur, sans ce que vous avez dit, et en même temps ne pas déborder ensuite le cadre de la chirurgie organisée, où ces gens-là deviennent éventuellement des concurrents des vrais chirurgiens. Et où dans le pays, ils se font rejeter. Et donc, à ce moment-là, il y a un risque de conflit interne dans le système sanitaire. Donc, ça veut dire que une certification au Niger, dans ce cadre-là, c'est vraiment extrêmement précis. C'est des médecins installés dans un district lointain qui peuvent éventuellement faire ces gestes, mais uniquement ces gestes. C'était exactement mon propos. On n'a plus le temps. Oui. Non. C'est la Fondation de l'Académie de chirurgie qui a quand même, je voudrais quand même. C'est absolument Vous êtes passionnant. administrateur de GSF, si j'ai bien compris. Oui. Et vous n'êtes pas au courant que la Fondation, je tiens à le dire, puisque les gens ici me disent souvent que la Fondation fait rien pour son académie. L'année dernière, nous avons récompensé GSF avec une somme de 2 000 euros Je le sais. pour une mission au Togo. Au Togo. Et donc, je suis surpris que vous n'y ayez pas fait allusion, étant donné qu'on n'a pas eu, nous, les résultats et le retour de cette mission. Eh bien, je Et transmettrai. je vous transmettrai parce que je trouve que c'est pas normal et j'aurais aimé que ce soit présenté également ici. Je voulais faire ce commentaire. Mais monsieur Villet, ne doutez pas que je vais transmettre à Thomas Charbonnier, car c'est lui que vous aviez distingué à cette époque-là. On vous invite au RICF au mois de novembre. Vous aurez Il y a un temps de parole, il y a un temps de discussion. Il faut laisser la place aux nouveaux orateurs. Il faut respecter le public. Voilà. Veuillez pourrais m'excuser, changer. monsieur Joannet. Non. Merci beaucoup. Merci. Et le sujet était vraiment très important.